Chapitre 13. Les hommes dans le ciel. Ce fut un choc pour Jack de découvrir que l'argent qu'il s'était donné tant de mal à gagner s'était transformé en bâtons de bois. Des petits jonchets qui ressemblaient à des serpents articulés confectionnés par un artisan maladroit. Le choc fut cependant de courte durée, et il parvint à rire tristement de lui-même. Ces jonchets étaient évidemment une monnaie d'échange. En arrivant ici, tout s'était métamorphosé. Son dollar en argent s'était transformé en une pièce frappée d'un griffon, sa chemise en juste au corps, l'anglais en langage des territoires, et les bons vieux billets américains en bâtonnets jointés. Il avait quitté son univers avec environ 22 $ en poche, et il supposait, bien qu'il eût compté 14 joints sur l'un des bâtonnets et 20 sur l'autre, que cela correspondait à la même somme en monnaie du pays. Le problème n'était pas seulement celui de la valeur de l'argent. Il avait très peu d'idées sur ce qui était cher et ce qui ne l'était pas, et il parcourait les allées du marché avec l'impression d'être un concurrent de la célèbre émission « Combien ça coûte ?». Sauf que s'il se plantait ici, il n'obtiendrait aucun prix de consolation, ni une claque dans le dos de Bob Barker, le non moins célèbre animateur. S'il se plantait ici, il pouvait tout aussi bien... Il ne savait pas exactement ce qu'il pourrait lui faire. Le flanquer dehors à coup sûr, lui faire du mal, le rosser, peut-être le tuer. Probablement pas, mais comment en être certain ? C'étaient des gens du peuple, pas des politiques, et il était étranger. Jack déambulait lentement parmi la foule bruyante et active du marché, essayant de résoudre le problème. Son estomac occupait toute son attention, il mourait de faim. Il aperçut Henry qui marchandait avec un vendeur de chèvres. Madame Henry se tenait près de lui, un peu en retrait, laissant les hommes discuter entre eux. Elle tournait le dos à Jack et portait le bébé dans les bras. « Jason, l'un des petits Henry », se dit Jack. Et Jason le reconnut. Il agita sa petite main potelée vers lui et Jack s'éloigna très vite, mettant autant de monde que possible entre les Henry et lui-même. Partout flottait une odeur de viande grillée. Jack vit des marchands qui tournaient lentement des quartiers de bœuf sur des petits tas de braises ambitieuses. Il vit des commis poser d'épaisses grillades qui semblaient être du porc sur de grosses tranches de pain de ménage et les apportaient aux acheteurs. Ils ressemblaient à des encaisseurs de vente aux enchères. La plupart des acheteurs étaient comme Henry, des fermiers, et ils réclamaient eux aussi la nourriture de la même façon que les participants d'une vente aux enchères. Ils se contentaient de lever la main, doigt tendu d'un geste impérieux. Jack observa attentivement plusieurs transactions et vit que chaque fois, les bâtonnets jointés servaient de monnaie d'échange. Mais combien de doigts fallait-il lever ? Se demandait-il. Finalement, ça n'avait plus d'importance. Que sa façon de faire le désignât ou non comme un étranger, il lui fallait manger. Il passa devant un spectacle de mime, n'y jetant qu'un bref coup d'œil, bien que l'auditoire nombreux qui l'attirait, femmes et enfants pour la plupart, s'esclaffât et applaudit avec enthousiasme. Il s'approcha d'un éventaire installé entre deux cloisons de toile grossière, où un malabar au biceps tatoué officiait à côté d'un fossé rempli de braises. Une broche d'environ 2 mètres de long tournait au-dessus du brasier. À chaque extrémité de la broche se tenait un petit souillon. 5 gigantesques rôtis étaient empalés sur toute la longueur de la broche que les gamins tournaient à l'unisson. « Bonne viande !» criait le malabar à la cantonade. « Bonne grillade !»« Achetez mes bonnes grillades ! Bonnes grillades ! Venez goûter mes bonnes grillades !» S'adressant au gamin le plus proche de lui, « Ne t'endors pas, morbleu !» Puis il reprit son boniment. Un fermier qui passait avec sa fille, une adolescente, leva la main puis désigna le second morceau à partir de la gauche. Le commis s'arrêta de tourner la broche. Assez longtemps pour que le patron coupe une tranche de viande dans le rôti et la pose sur un morceau de pain. L'un des garçons courut la porter au fermier, qui sortit un bâtonnet jointé. Jack, qui suivait tous ses mouvements avec attention, le vit briser 2 petits tronçons de bois et les tendre au jeune commis, tandis que celui-ci retournait en courant à sa tâche. Le client, comme n'importe quel homme, remettant la monnaie dans sa poche, empocha ce qui lui restait du bâtonnet d'un geste absent mais précis, mordit une grosse bouchée dans sa tartine de viande et étendit le reste à sa fille, qui l'imita avec presque autant d'enthousiasme. L'estomac de Jack poussait des gargouillis désespérés. Il avait vu ce qu'il devait faire, du moins l'espérait-il. « Bonne grillade ! Bonne grillade ! Bonne... » Le malabar s'interrompit
et baissa les yeux sur Jack, ses sourcils touffus se rejoignant au-dessus de ses yeux, qui étaient petits mais loin d'être stupides. « J'ai entendu ton estomac chanter, mon ami. Si tu as de l'argent, je ferai affaire avec toi, et demanderai à Dieu de te bénir ce soir dans mes prières. Si tu n'en as pas, alors ôte ta stupide face de mouton de ma vue et va au diable. » Les deux petits rôtisseurs éclatèrent de rire, malgré leur évident épuisement. Ils riaient comme s'ils n'avaient aucun contrôle des sons qu'ils émettaient. L'odeur affolante de la viande qui grillait doucement eut raison des craintes de Jack. Il tendit le plus court de ses bâtonnets et désigna le second rôti à partir de la gauche. Il ne prononça pas un mot. Il lui paraissait plus prudent de ne pas parler. Le marchand poussa un grognement, ressortit un couteau rudimentaire qu'il avait glissé dans sa ceinture et en découpa une tranche, plus petite que celle qu'il avait coupée pour le fermier, remarqua Jack. Mais son estomac se fichait de ce genre de détails. Il gargouillait de joie anticipée. Le marchand flanqua la viande sur un morceau de pain et vint l'apporter lui-même à Jack. Il prit le bâtonnet, que celui-ci lui tendait, et en coupa 3 tronçons au lieu de 2. La voix de sa mère, amèrement ironique, s'éleva dans son esprit. « Bravo, Jacky Boy, tu t'es bien fait baiser. » Le marchand le fixait, souriant d'une bouche pleine de chicots noircis, le mettant au défi de dire quoi que ce soit, de protester. « Tu devrais m'être reconnaissant de n'avoir pris que 3 tronçons et non les 14. J'aurais pu, tu sais. Car tu aurais aussi bien porté un écriteau autour de ton cou avec « Je suis étranger et je suis seul ». Alors dis-moi, face de mouton, t'as envie de me faire des histoires ? Qu'il en eût envie ou non n'avait aucune importance. À l'évidence, il ne pouvait pas faire d'histoire, et il ressentit, une fois de plus, une colère impuissante bouillir en lui. « Allez !» dit le marchand qui en avait assez de le voir. « Tu as eu à manger, maintenant file d'ici !» Et il agita sa grosse patte devant le visage de Jack. Ses doigts étaient couverts de cicatrices et il avait du sang sous les ongles. Jack se dit « Il suffirait que je brandisse une torche électrique pour que tu te sauves comme si tu avais tous les démons de la terre à tes trousses. Il suffirait que je te montre un avion pour que tu deviennes fou. Tu n'es pas aussi balèze que tu le crois, mon pote. » Il sourit, et peut-être y avait-il quelque chose dans son sourire qui déplaisait au marchand, car il recula devant Jack, l'air momentanément embarrassé. Puis ses gros sourcils se hérissèrent à nouveau. « File d'ici !» hurla-t-il. « File d'ici, morbleu !» Et cette fois, Jack ne se fit pas prier. La viande était délicieuse. Jack engloutit la tartine et se lécha les doigts le plus naturellement du monde en poursuivant son chemin. La viande avait vraiment le goût du porc, et pourtant, pas tout à fait. C'était une saveur plus riche, plus intense, que ce fût du porc ou non, cela combla le gouffre de son estomac avec autorité. Jack se dit qu'il en emporterait volontiers un stock pour remplacer le casse-croûte quotidien qu'il mangeait à l'école. À présent qu'il avait fait taire son estomac, pour un petit moment du moins, il était enfin capable de s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. Et sans le savoir, il faisait maintenant partie de la foule des badauds, parmi les autres paysans. Il était comme eux, déambulant dans ce marché, passant devant les éventaires, essayant de regarder partout à la fois. Les colporteurs le reconnaissaient, mais comme un pigeon potentiel parmi les autres. Ils l'interpellaient comme ils interpellaient tous ceux, n'importe qui, hommes, femmes, enfants, qui passaient devant eux. Jack contemplait, franchement éberlué, toutes les marchandises étalées autour de lui. Des choses à la fois étranges et merveilleuses. Et au milieu des curieux ébobis et séduits comme lui, il cessait d'être un étranger. Peut-être parce qu'il ne faisait plus d'efforts pour paraître blasé dans un lieu où personne n'avait l'air blasé. Les gens riaient, se querellaient, marchandaient, mais personne n'avait l'air de s'ennuyer. Le marché lui rappelait le pavillon de la reine, sans toutefois l'atmosphère tendue et trépidante qui régnait là-bas. Le même mélange incongru d'odeurs flottait partout, où dominait celle de la viande grillée et du fumier. La même foule bigarrée aux vêtements de couleur, bien que les mieux vêtus de ces paysans ne pussent soutenir la comparaison, en matière d'élégance, avec les dandys rencontrés à l'intérieur du pavillon. La même juxtaposition à la fois troublante et comique, du parfaitement normal et de l'extrêmement bizarre. Il s'arrêta devant une échoppe où un homme vendait des tapis sur lesquels était tissé le portrait de la reine. Jack ne put s'empêcher de penser à la mère d'Hank Scoffler et de sourire. Quand Richard Sloat et Jack vivaient à Los Angeles, Hank était l'un de leurs petits copains,
Et Madame Scoffler avait en matière de décoration le goût le plus kitsch qu'on pût imaginer. Mon Dieu, comme elle aurait adoré ces tapis, avec l'image de Laura de Lociane et les cheveux tressés en couronne royale. Ça valait largement ses peintures sur velours représentant le cerf royal de l'Alaska, ou le diorama sur céramique accroché derrière le bar de son salon, et qui figurait la scène. Puis le visage tissé parut se transformer devant lui. Les traits de la reine s'estompèrent, pour laisser place à ceux de sa mère, reproduits sur tous les tapis, les yeux trop foncés, la peau trop blanche. Une fois de plus, le besoin de revoir sa mère l'envahit, déferlant en lui comme une vague, et dans son cœur il l'appela. « Maman, maman, hé maman, bon Dieu, qu'est-ce que je fiche ici? Maman, maman !» Comme n'importe quel amoureux transi, il se demanda ce qu'elle faisait en ce moment, à cette minute même. Était-elle assise à la fenêtre en train de contempler l'océan, en fumant une cigarette, un livre ouvert à côté d'elle? Regardait-elle la télévision? Était-elle au cinéma en train de dormir? De mourir? Morte, ajouta une voix malfaisante avant qu'il ne pût l'arrêter. Morte, Jack! Déjà morte! Arrête! Il sentit les larmes lui piquer les yeux. Pourquoi si triste, mon petit? Surpris, Jack leva la tête et vit que le marchand de tapis le dévisageait. Il était aussi grand que le vendeur de viande, et ses bras étaient également tatoués, mais son sourire était chaleureux. Aucune méchanceté dans ce sourire. Ça faisait une sacrée différence. « Ce n'est rien, » dit Jack. « Si tu fais cette tête avec rien, tu ferais mieux de penser à quelque chose, mon fils. »« J'ai l'air tellement malheureux ?» demanda Jack avec un petit sourire. Sa façon de parler, elle aussi, était devenue naturelle, du moins pour le moment, et c'est peut-être la raison pour laquelle le marchand de tapis ne remarqua rien de bizarre dans son intonation. « Cher petit, tu as tout simplement l'air de quelqu'un qui n'a plus qu'un seul ami sur cette face de la lune et qui voit le grand ours blanc du Grand Nord en train de le déguster avec une cuillère en argent. » Jack sourit à nouveau. Le marchand de tapis se retourna pour prendre un objet sur son petit étal, placé à droite de la plus grande tapisserie. Un objet ovale, muni d'une courte poignée. Il le retourna et le soleil étincela. C'était un miroir. Pour Jack, ce n'était qu'un objet sans valeur, le genre de truc que l'on peut gagner dans une kermesse en lançant 5 anneaux à la file autour d'une bouteille. « Tiens, petit, » dit l'homme, « regarde-toi dedans et vois si je n'ai pas raison. » Jack fit ce qu'il disait, et l'image qu'il vit dans le miroir le laissa tellement abasourdi qu'il eut l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. C'était bien lui, mais il avait l'air d'un personnage de l'île du plaisir dans la version Walt Disney de Pinocchio. D'un de ces garçons qui, à force de trop jouer au billard et fumer des cigares, avait été transformé en âne. Ses yeux, normalement bleus et ronds, de par son héritage anglo-saxon, étaient devenus marrons et bridés. Sa tignasse emmêlée retombant sur son front avait tout l'air d'une crinière. Il leva la main pour l'écarter, mais ses doigts ne rencontrèrent que la peau, alors que dans le miroir, il paraissait disparaître dans les cheveux. Il entendit le rire de satisfaction du marchand, mais, plus surprenant encore, la paire de longues oreilles d'âne qui retombaient de chaque côté de son visage. Et tandis qu'il s'examinait, fasciné, l'une d'elles se redressa. Il pensa soudain « J'en possédais un comme ça !» Et immédiatement après, dans le pays des chimères, j'en possédais un comme ça. Dans l'autre univers, c'était un... Il ne devait pas avoir plus de 4 ans à l'époque. Dans l'autre univers... Sans même s'en rendre compte, il avait cessé d'y penser comme l'univers de la réalité. C'était une grosse bille de verre, rose au centre. Un jour qu'il jouait dans l'allée devant chez lui, elle avait roulé sur le ciment, et avant qu'il ait pu la rattraper, était tombée dans un trou d'égout. Elle était partie pour toujours, s'était-il dit alors, assis au bord du trottoir, le visage caché dans les mains et pleurant toutes les larmes de son corps. Mais elle n'avait pas disparu. Il retrouvait maintenant son précieux trésor, aussi merveilleux aujourd'hui qu'il l'avait été pour lui quand il n'avait que 3 ou 4 ans. Il sourit, enchanté, et l'image se transforma à nouveau, et Jackie l'âne devint Jackie le chat, au visage sage et secrètement ironique. Ses yeux marrons devinrent verts comme ceux de Tom le chat, et à la place des longues oreilles pendantes se dressaient des petites choses coquines, grises et veloutées. « Je préfère ça, »
dit le marchand. « Je préfère vraiment ça. J'aime te voir joyeux. Un garçon joyeux est un garçon en bonne santé, et un garçon en bonne santé trouve sa voie dans le monde. C'est écrit dans le livre du bon fermier. Et si ça n'y est pas, ça devrait l'être. Je vais peut-être le griffonner sur l'exemplaire que je possède si j'arrive à tirer assez d'argent de mes citrouilles pour en acheter un exemplaire. Tu veux le miroir ?»« Oui !» s'écria Jack. « Oh oui, c'est super !» Il chercha des bâtonnets dans ses poches. Envolé, ces velléités d'économie. « C'est combien ?» demanda-t-il. Le marchand fronça les sourcils et regarda furtivement autour de lui, pour voir si on l'observait. « Range-le bien, mon fils. Cache-le bien surtout. Si tu montres le peu que tu as, tu perdras. Les larrons sur le marché sont légion. »« Quoi ? Rien. Je ne te le vends pas, je te le donne. La plupart se brisent à l'arrière de mon chariot quand je les transporte dans mon échoppe, le 10e mois. Et quand les mères m'amènent leurs petits, ils se regardent dedans, mais ne veulent même pas les acheter. »« Vous au moins vous êtes franc, » fit Jack. Le marchand le regarda, l'air un peu surpris, et ils éclatèrent tous deux de rire. « Je vois que tu es un joyeux garçon avec une langue bien pendue, » dit l'homme. « Reviens me voir, mon fils, quand plus vieux et plus audacieux tu seras. Ta bouche me servira. Vers le sud, on ira, et la vente de marchandises, on triplera. » Jack se tordait. Question rap, ce type n'avait rien à envier à Sugar Hill Gang. « Merci, » dit-il. Un grand sourire invraisemblable était apparu sur la gueule du chat du miroir. « Merci beaucoup. »« Rends grâce à Dieu, » dit le marchand. Puis, après une hésitation, « et surveille ton trésor. » Jack s'éloigna, glissant soigneusement le petit miroir dans son juste corps, à côté de la bouteille de Speedy. Et toutes les 5 minutes, il plongeait la main dans sa poche, pour s'assurer que ses bâtonnets étaient toujours là. Il avait fini par deviner ce que larron signifiait. 2 éventaires plus loin, un homme à l'allure dépravée, bien différent du marchand de tapis poète, avec un bandeau sur l'œil et une forte odeur d'alcool se dégageant de sa personne, essayait de vendre un gros coq à un fermier. Il lui disait que s'il achetait ce coq pour ses poules, celles-ci pondraient des œufs à 2 jaunes pendant toute l'année. Jack pourtant ignora le coq et le boniment de son propriétaire. Il se joignit à un groupe d'enfants qui s'ébaudissaient devant l'attraction vedette du marchand borgne, un perroquet dans une grande cage en osier. Il était presque aussi grand que le plus jeune des gamins de la bande, et aussi vert foncé et illustré qu'une bouteille de Henken. Ses yeux étaient couleur d'or éclatant, ses 4 yeux. Comme le poney qu'il avait aperçu dans l'écurie du pavillon, le perroquet avait 2 têtes. Il agrippait son perchoir de ses 2 grosses pattes jaunes et regardait d'un air placide des 2 côtés à la fois, ses 2 huppes se touchant presque. L'oiseau se parlait à lui-même, au grand amusement des enfants. Mais ce qui surprit le plus Jack, c'est que les gosses, bien qu'intéressés, n'avaient pas l'air étonnés ou émerveillés par le spectacle. Ils n'étaient pas comme les enfants qui voient un film pour la première fois, pétrifiés sur leur fauteuil, dévorant l'écran des yeux, mais plutôt comme ceux qui prennent leur dose hebdomadaire de dessins animés le mercredi après-midi à la télévision. C'était un prodige, oui, mais ce n'était pas nouveau pour eux. Et qui se lasse le plus rapidement des choses prodigieuses sinon les enfants? « C'est haut comment ?» demanda tête gauche. « Très très bas !» répondit tête droite, et les enfants s'esclaffèrent. « Quelle est la grande vérité des nobles ?» demandait à présent tête gauche. « C'est qu'un roi sera roi toute sa vie, et qu'un homme ordinaire devra se contenter de le rester !» Jack sourit, et quelques enfants éclatèrent de rire. Les autres hurlèrent déconcertés. « Et qu'y a-t-il dans l'armoire de Madame Spratt ?» demandait maintenant tête gauche. « Un spectacle qu'aucun homme ne verra jamais !» fit tête droite, et bien que Jack fût dérouté par sa réponse, tous les autres enfants éclatèrent de rire. Le perroquet pivota solennellement sur son perchoir et lâcha quelques crottes sur la paille au-dessous de lui. « Qu'est-ce qui a effrayé à mort Alan Destry l'autre nuit ? Il a vu sa femme sortir de son bain !» Le fermier s'éloigna, laissant le coq au vendeur borgne. Celui-ci se tourna vers les gosses et leur cria d'un air furieux. « Fichez le camp d'ici! Fichez le camp avant que je vous mette le cul au carré !» Les gosses s'éparpillèrent. Jack fila lui aussi, en jetant par-dessus son épaule un dernier regard au perroquet merveilleux. À un autre éventaire un peu plus loin, Jack échangea 2 tronçons de bâtonnet contre une pomme et une louche de lait, le lait le plus délicieux et le plus onctueux qu'il eût jamais bu. Il se dit que s'il y avait eu le même chez lui, Nestlé et compagnie auraient fait faillite en 8 jours. Il était en train de finir de boire,
quand il aperçut la famille Henry qui marchait lentement dans sa direction. Il rendit la louche à la laitière qui renversa économiquement ce qui restait dans une grande bassine à côté d'elle. Jack se dépêcha de filer. Il essuya sa moustache de lait en espérant que personne ayant bu à la louche avant lui n'eût la lèpre ou de l'herpès ou quelque chose comme ça, mais il se dit que des maladies aussi affreuses n'existaient probablement pas par ici. Il remonta l'allée principale, repassa devant les mimes, devant 2 grosses matrones qui vendaient des pots et des poêlons. Les tupperwares des territoires, se dit Jack, ce qui le fit sourire. Devant le merveilleux perroquet à 2 têtes, maintenant son propriétaire borgne buvait sans se cacher à une gourde d'argile, en arpentant comme un fou son échoppe, tenant son coq ahuri par le cou et interpellant agressivement les passants. Jack remarqua que le bras droit décharné de l'homme était recouvert de guano blanc jaunâtre et fit la grimace. Il passa devant une place où des fermiers s'étaient rassemblés. Il s'arrêta là un moment par curiosité. De nombreux fermiers fumaient des pipes en terre, et Jack vit circuler plusieurs gourdes d'argile comme celles que le vendeur d'oiseaux brandissait. Dans un long champ herbeux, des hommes faisaient tirer des pierres à de grands chevaux à poils longs qui avaient l'air tristes et le regard doux et stupide. Jack repassa devant l'éventaire du marchand de tapis. Celui-ci le vit et leva la main. Jack leva la sienne et faillit lui dire « Tu peux en user mais pas en abuser », mais décida de s'abstenir. Il se rendit compte qu'il avait le cafard. Le sentiment d'être étranger, d'être différent l'envahit à nouveau. Il arriva à un croisement. La route qui allait du nord au sud était à peine plus importante qu'un chemin de terre. La route de l'ouest était bien plus large. « Le vieux Jack Lavadrouille », se dit-il, en essayant de sourire. Il redressa les épaules et entendit la bouteille de Speedy cliqueter contre le miroir. Et voilà le vieux Lavadrouille sur la version territoire de l'autoroute 190. Ne me laissez pas tomber, mes petits pieds chéris. Il se remit en route et s'enfonça bientôt dans les vastes plaines de ses rêves. Environ 4 heures plus tard, au milieu de l'après-midi, Jack était assis dans les herbes hautes qui bordaient la route et regardait au loin des hommes qui escaladaient une haute tour qui n'avait guère l'air stable. À cette distance, ils étaient à peine plus gros que des punaises. Il avait choisi cet endroit pour se délasser et manger sa pomme, car c'est là que la route de l'ouest était le moins loin de la fameuse tour. Elle était au moins encore à 5 kilomètres de distance, peut-être davantage. La surnaturelle transparence de l'air rendait difficile l'évaluation des distances, mais Jack l'avait vue depuis plus d'1 heure déjà. Jack mangea sa pomme, reposa ses pieds fatigués, et se demanda ce que pouvait bien être cet édifice qui se dressait tout seul au milieu des herbes ondoyantes. Et bien sûr, il se demandait aussi pourquoi ces hommes grimpaient dessus. La tour se trouvait sous le vent par rapport à lui, et le vent n'avait cessé de souffler depuis qu'il avait quitté la ville du marché. Chaque fois qu'il y avait une accalmie, il les entendait de loin, s'interpeller et rire. Il riait beaucoup. À environ 8 kilomètres du marché, Jack avait traversé un hameau. Si la définition de hameau s'appliquait à une minuscule agglomération de 5 petites maisons et d'un magasin qui était à l'évidence fermé depuis belle lurette. Ces demeures étaient les dernières habitations humaines qu'il avait rencontrées. Un peu avant d'apercevoir la tour, il se demandait justement si, sans s'en rendre compte, il avait déjà atteint les avant-postes. Il se souvenait que le capitaine Farren lui avait dit « Au-delà des avant-postes, la route de l'Ouest ne mène nulle part, sinon en enfer. J'ai entendu dire que Dieu lui-même ne s'aventurait jamais au-delà des avant-postes. » Jack frissonna un peu. Mais il ne pensait pas avoir été si loin. En tout cas, il n'éprouvait absolument aucune angoisse comparable à celle qu'il avait étreinte avant d'être attaqué par les arbres vivants de la forêt, où il s'était caché pour échapper à la diligence de Morgan. Cette forêt maléfique, qui maintenant lui paraissait un hideux prologue à son séjour à Hautely. Au contraire, toutes les sensations agréables qu'il avait éprouvées depuis qu'il s'était réveillé bien au chaud et reposé dans sa meule de foin, jusqu'au moment où le fermier Henry l'avait invité à descendre de son chariot, étaient réapparues. Il avait l'impression profonde que les territoires, en dépit du mal qu'ils pouvaient abriter, étaient fondamentalement bénéfiques, et qu'il pouvait s'y intégrer chaque fois qu'il le désirait, et qu'il n'était pas du tout un étranger. Cela faisait déjà un bon moment qu'il avait le sentiment de faire partie des territoires. Tandis qu'il cheminait d'un bon pas sur la route de l'Ouest, une pensée pour le moins bizarre lui avait traversé l'esprit. Une pensée qui lui était venue à moitié en anglais et à moitié dans le dialecte des territoires. Quand je rêve, le seul moment où je sais vraiment que je rêve,
c'est le moment où je commence à me réveiller. Si je suis en train de rêver et que je me réveille brusquement, si par exemple le réveil sonne, alors je tombe littéralement des nues. Au début, c'est le réveil qui semble un rêve, et quand le rêve est profond, je ne suis pas étranger ici. Est-ce bien ça que je veux dire ? Non, mais ça y ressemble. Je parie que mon père rêvait souvent et profondément, et je parie que l'oncle Morgan ne rêve presque jamais. Il avait pris la décision de boire une gorgée d'élixir magique pour repasser dans l'autre univers dès qu'il verrait quelque chose qui risquait d'être dangereux, ou qui, tout simplement, lui faisait peur. Sinon, il avait l'intention de marcher toute la journée sur les territoires et de ne retourner à New York que le soir. En fait, il aurait bien été tenté de passer la nuit ici, s'il avait eu autre chose à manger que sa pomme, mais ce n'était pas le cas, et il n'y avait ni resto-route ni station-service le long du large chemin de terre désert qui avait pour nom la route de l'Ouest. Depuis que Jack avait laissé derrière lui le dernier hameau, les arbres centenaires qu'il avait vus autour de la ville du marché et des croisées de chemin avaient disparu, pour laisser place, de part et d'autre de la route, à une vaste campagne herbeuse. Il avait l'impression d'avancer sur une interminable jetée, traversant un océan infini. Il était seul ce jour-là, sur la route de l'Ouest, marchant dans le vent frais, sous un ciel lumineux et ensoleillé. On était fin septembre maintenant. Pas étonnant qu'il fît frais, se dit-il, sauf que le mot qui lui vint à l'esprit n'était pas septembre, mais ce qui lui correspondait en dialecte des territoires, 9e mois. Il ne rencontra aucun piéton, ni chariot, vide ou chargé. La bise soufflait presque sans arrêt, soupirant dans l'océan d'herbe avec des plaintes étouffées, à la fois solitaires et automnales. De grandes vagues ondoyaient dans les herbes. Si on lui avait demandé « Comment te sens-tu, Jack ?» il aurait répondu « Pas mal, merci, je me sens joyeux. » Joyeux était vraiment le mot qui lui serait venu à l'esprit, tandis qu'il cheminait dans cette campagne déserte. Ravissement était le mot qu'il associait volontiers au dernier tube de musique pop interprété par le groupe rock Blondie. Il aurait été très surpris si on lui avait dit qu'il avait pleuré à plusieurs reprises en contemplant ces grandes vagues qui se poursuivaient jusqu'à l'horizon, devant un spectacle que peu d'enfants américains avaient l'occasion de voir, d'immenses étendues de terre, sous un vaste ciel bleu d'une profondeur, oui, d'une profondeur vertigineuse. Un ciel dont le dôme n'était traversé par aucun jet et dont le bord n'était pas ourlé de la brume du smog. Jack vivait une expérience sensorielle extraordinaire. Il voyait, entendait, respirait des choses toutes nouvelles pour lui, tandis que d'autres, auxquelles il était habitué, lui manquaient pour la première fois. C'était un enfant très avancé pour son âge, élevé à Los Angeles par un père impresario et une mère actrice de cinéma. Il eût été surprenant qu'il fût un enfant naïf, mais avancé ou non, il n'était tout de même qu'un enfant, ce qui présentait un avantage indéniable, du moins dans une situation comme celle-ci. Chez un adulte, un voyage solitaire à travers la campagne déserte aurait à coup sûr déclenché des sensations trop fortes, peut-être même une impression hallucinante de frôler la folie. Une heure, peut-être moins après avoir quitté la ville du marché, un adulte aurait saisi la bouteille de Speedy, probablement avec des doigts trop tremblants pour la tenir fermement. Dans le cas de Jack, le choc avait traversé sa conscience presque sans laisser de traces, pour aller se nicher directement dans son subconscient. C'est la raison pour laquelle il ne sentait pas couler ses larmes quand il pleurait de bonheur. Et quand à un certain moment sa vision se fit double, il crut que c'était dû à la sueur. Il se disait seulement « Mon Dieu, comme je me sens bien ! Je devrais pourtant flipper comme un fou dans ce désert. Et pourtant je ne flippe pas. » C'est ainsi que Jack, petit garçon solitaire sur la route de l'Ouest, avec son ombre qui s'allongeait de plus en plus derrière lui, considérait le ravissement dans lequel il se trouvait comme un état de joyeuse satisfaction. Il ne lui venait pas à l'esprit que cette euphorie était due au fait que moins de 12 heures plus tôt, il était encore prisonnier de la taverne d'Otley. Il avait encore sur les doigts les ampoules que le dernier fût y avait laissées. Que moins de 12 heures plus tôt, il échappait de justesse à un monstre sanguinaire qui était une espèce de bouc-garou. Que pour la première fois de sa vie, il marchait sur une grande route complètement déserte, qu'il n'y avait aucun panneau Coca-Cola en vue,
ni d'affiches montrant le fameux destrier célèbre dans le monde entier de Budweiser. Pas de fils ubiquiste longeant la route, ou se croisant au-dessus d'elle, comme il en avait toujours vu sur toutes les autres routes sur lesquelles il avait voyagé. Il n'y avait rien qui ressemblât au bruit même lointain d'un avion, sans parler du grondement du tonnerre des 747 approchant de l'aéroport de Los Angeles, ou les F-111 qui décollaient en trombe de la station navale de Portsmouth, et qui claquaient aussi fort que le fouet d'Osmond quand il passait au-dessus de l'Alhambra en direction de l'Atlantique. Il n'y avait que le bruit de ses pas sur la route, et le souffle pur de sa respiration. « Mon Dieu, comme je me sens bien !» se dit Jack, en s'essuyant les yeux d'un geste distrait, et en définissant son aventure comme quelque chose de joyeux. Et maintenant il y avait le spectacle de la tour, qui ne laissait de l'intriguer. « Bah dis donc, c'est pas moi qui monterai sur ce truc-là !» se disait Jack. Il avait rongé la pomme jusqu'au trognon, et sans quitter la tour des yeux ni même penser à ce qu'il faisait, creusa un trou avec ses doigts dans la terre meuble, et y enterra le trognon. La tour semblait construite en planches, et Jack se dit qu'elle devait bien avoir 150 mètres de haut. C'était un grand parallélépipède vide, les planches croisées s'élevant, X après X, sur ses 4 faces. Il y avait une plateforme au sommet, et Jack vit, en clignant des yeux, un certain nombre d'hommes se balader tout en haut. Le vent soufflait doucement quand il s'assit au bord de la route, les bras autour de ses genoux repliés contre sa poitrine. Une grande ondulation traversa l'herbe en direction de la tour. Jack sentit son estomac se retourner, en imaginant ce que l'on devait éprouver au sommet de cet édifice branlant qui oscillait dans le vent. « Jamais je ne ficherai les pieds sur ce truc-là, » se dit-il, « même pas pour $1 million. » Et maintenant, ce qu'il redoutait depuis qu'il avait vu des hommes en haut de la tour arriva. L'un d'eux tomba. Son visage atterré avait l'expression de tous ceux qui, bouche bée, ont assisté au cirque à une acrobatie qui tourne au vinaigre, l'acrobate qui tombe et se retrouve en petit tas informe sur la piste, le trapéziste qui rate son trapèze au sol et tombe avec un bruit mat sur le filet, la pyramide humaine qui s'écroule inopinément, les corps s'effondrant les uns sur les autres. « Oh zut! Oh merde, oh !» Les yeux de Jack s'agrandirent soudain, et sa bouche s'ouvrit encore davantage, jusqu'à ce qu'elle touche presque sa poitrine, remonta dans les coins et s'épanouit en un sourire incrédule, médusé. L'homme n'était pas tombé, le vent ne l'avait pas poussé. De chaque côté de la plateforme, il y avait des espèces d'avancées qui ressemblaient à des plongeoires, et l'homme avait tout simplement marché jusqu'au bout d'une de ces planches souples, et sauté. À mi-chemin, quelque chose avait commencé à se déployer. Un parachute, s'était dit Jack, mais il n'aurait jamais le temps de s'ouvrir. Mais ce n'était pas un parachute, c'étaient des ailes. Quand il se trouva à environ 15 mètres des hautes herbes, l'homme ralentit, puis remonta. Il volait vers le ciel maintenant, les ailes s'élevant si haut qu'elles se touchaient presque, comme les 2 huppes du perroquet à 2 têtes qu'il avait vues à la foire, et redescendait ensuite avec une force fantastique, comme les bras d'un nageur à la fin d'un sprint. « Ah ben ça alors !» se dit Jack, incapable de trouver autre chose tant il était sidéré. Ça surpassait tout, c'était vraiment un comble. « Ben ça alors, t'as vu ça ? Ah ben ça alors !» Du sommet de la tour, un 2e homme s'élançait maintenant, puis un 3e et un 4e. En moins de 5 minutes, il dut bien y avoir une 50aine d'hommes volants, faisant des figures compliquées mais précises, passant et repassant au-dessus de la tour, retombant de l'autre côté, faisant des 8, retournant à la tour, se posant sur la plateforme et recommençant. Ils virevoltaient, dansaient, se croisaient dans l'espace. Jack, ravi, se mit à rire avec délice. Ça ressemblait un peu au ballet nautique des vieux films d'Esther Williams. Ces nageuses, surtout Esther Williams évidemment, donnaient l'impression que c'était très facile, que vous-même auriez pu plonger et tournoyer comme elle, que vous-même et quelques copains auriez pu sauter simultanément des 2 extrémités opposées d'un plongeoir, et effectuer une danse aérienne représentant une fontaine humaine. Mais il y avait pourtant une différence. Ces hommes qui volaient au loin ne donnaient pas l'impression que c'était sans effort. Ils paraissaient dépenser une énergie prodigieuse pour rester dans l'air.
et Jack eut soudain la certitude qu'ils accomplissaient des mouvements aussi pénibles que certains exercices de gymnastique. Quand il faut par exemple lever les jambes ou faire de longues séries d'abdominaux. « Pas de progrès sans effort !» rugissait le prof, si quelqu'un avait le toupet de se plaindre. Un autre souvenir lui revenait en mémoire. Le jour où sa mère l'avait emmené voir son amie Myrna, une vraie danseuse qui s'entraînait dans un studio de danse de Wilshire Boulevard. Myrna faisait partie d'une troupe de ballet, et Jack l'avait vue danser avec les autres danseurs. Sa mère l'obligeait souvent à l'accompagner, car elle s'y enquiquinait à mourir, presque autant qu'à l'église ou pendant les émissions éducatives de la télé du matin. Mais il n'avait jamais vu Myrna s'entraîner, jamais d'aussi près. Il avait été impressionné et quelque peu effrayé par le contraste qui existait entre la scène, où tout paraissait glisser et se mouvoir sans effort sur les pointes, et le studio, où il les voyait à moins d'1,50 m, sous la lumière crue qui tombait des immenses fenêtres qui allaient du plancher au plafond, et sans musique, avec seulement la chorégraphe qui frappait dans ses mains et qui leur hurlait des critiques impitoyables. Jamais de compliments, que des critiques. Les visages dégoulinants, les maillots trempés de sueur, la salle, bien que vaste et aérée, puant la sueur. Les muscles luisants tremblaient et palpitaient, à la limite de l'épuisement. Les tendons ressortaient comme des câbles étanches. Des veines en relief battaient sur les fronts et sur les coups. À part les battements de mains et les remarques acerbes et impérieuses du maître de ballet, les seuls bruits que l'on entendait étaient le bruit mat des pointes des danseurs qui évoluaient sur le parquet, et leur halètement rauque et déchirant. Jack avait alors compris que les danseurs ne faisaient pas que gagner leur vie, ils se tuaient. Il se rappelait surtout l'expression de leur visage, toute cette concentration, cet épuisement, toutes ces souffrances, mais transcendant la souffrance, ou tout au moins rôdant autour de ses limites, il avait vu de la joie. Et c'est cette expression de joie qui avait effrayé Jack, car elle lui avait paru inexplicable. Quel genre de personne pouvait jouir en se soumettant à une torture aussi atroce ? Et ce qu'il voyait là était aussi de la souffrance, se dit-il. Ces hommes étaient-ils vraiment ailés comme les personnages des vieilles séries télévisées de Flash Gordon, ou étaient-ils comme Icare et Dédale, qui portaient des ailes attachées dans le dos ? Jack décida que ça n'avait finalement aucune importance, du moins pour lui. De la joie. Ils vivent dans un mystère. Ces gens vivent dans un mystère. C'est la joie qui les anime. C'était cela l'essentiel, la joie qui les animait. Qu'importait si les ailes leur poussaient sur le dos ou si elles tenaient grâce à un système de boucles et d'attaches, car ce qu'ils voyaient, même à cette distance, c'était un effort identique à celui dont il avait été témoin autrefois dans le studio de danse de Wilshire Boulevard, un investissement excessif d'énergie, dispensé dans le seul but de lancer un splendide et éphémère défi aux lois de la nature. Un tel déploiement d'énergie, pour quelque chose qui durait si peu de temps, était terrible. Que des gens aient envie de se mettre au défi était à la fois terrible et merveilleux. Et ce n'est qu'un jeu, se dit Jack. Il en fut persuadé tout à coup. Un jeu, et peut-être même pas. Ce n'était peut-être qu'un entraînement en vue d'un spectacle, comme ce qu'il avait vu au studio de danse. Un entraînement pour préparer un spectacle qui n'intéressait que quelques personnes pendant un court laps de temps. La joie, se dit-il à nouveau, debout maintenant, le visage levé pour regarder ces hommes volant au loin, le vent rabattant ses cheveux sur son front. Le temps de son innocence était sur le point de s'achever. Jack lui-même aurait reconnu de mauvaise grâce qu'il en sentait la fin approcher. Un jeune garçon ne pouvait voyager sur les routes, ne pouvait vivre des expériences comme celles qu'il avait vécues à Otley et s'attendre à rester innocent et naïf. Pourtant, pendant des instants tels que celui-ci où il regardait le ciel, l'innocence première semblait lui être revenue, comme ce jeune pêcheur du poème d'Elizabeth Bishop qui ne voyait autour de lui, en ce bref moment d'épiphanie, qu'arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Joie, mais c'est un mot vachement joyeux. Se sentant mieux qu'il ne s'était jamais senti depuis que tout avait commencé, et Dieu seul sait à quel moment ça avait commencé, Jack se remit en route vers l'ouest, le pas léger, le visage radieux, un sourire béat sur les lèvres. De temps à autre, il regardait par-dessus son épaule, et il continua de voir les hommes volant,
pendant encore un long moment. L'air des territoires était si pur qu'il paraissait presque agrandir les images, et l'impression de joie demeura, comme un arc-en-ciel à l'intérieur de sa tête, même après qu'il eut cessé de les voir. Quand le soleil commença de descendre, Jack se rendit compte qu'il repoussait son retour dans l'autre monde, celui des territoires américains, et pas seulement à cause du goût répugnant de l'élixir magique. Il le repoussait car il n'avait nulle envie de partir d'ici. Un ruisseau avait surgi de la prairie, où des petits bosquets d'arbres avaient commencé d'apparaître, des arbres flexibles, aux étranges cimes plates comme des eucalyptus, et fait un crochet vers la droite, de sorte que son cours longeait la route. Un peu plus loin sur sa droite, Jack aperçut une immense étendue d'eau, tellement immense d'ailleurs que Jack avait cru jusqu'à 1 heure plus tôt que c'était un morceau de ciel un peu plus bleu que le reste. Mais ce n'était pas le ciel, c'était un lac, un grand lac, se dit-il, souriant lui-même de la plaisanterie. Il pensa que le double de cette étendue d'eau devait être le lac Ontario dans l'autre monde. Il se sentait bien, il marchait dans la bonne direction, peut-être un peu trop vers le nord, mais il ne doutait pas que la route de l'ouest bifurquerait bientôt. Cet état euphorique, qu'il qualifiait de joyeux, s'était quelque peu apaisé, et il se sentait maintenant calme et serein. Impression délicieuse ô combien, et aussi pure que l'atmosphère des territoires. Quelque chose pourtant vint troubler cette merveilleuse euphorie. Le souvenir, 6 ans. Il a 6 ans. Jack a 6 ans. De Jerry Bledsoe. Pourquoi son esprit se donnait-il tant de mal pour faire remonter ce souvenir enfoui ? Non, pas un souvenir, 2 souvenirs. D'abord Richard et moi, en train d'entendre Madame Finney raconter à sa sœur que l'électricité s'était éteinte, et qu'il avait été électrocuté, et que ses lunettes avaient fondu sur son nez, qu'elle avait entendu Monsieur Sloat le dire au téléphone. Et celui du jour où, allongé derrière le canapé, sans intention de me cacher pour écouter, j'ai entendu mon père qui disait « Tout porte à conséquence, et certaines de ces conséquences peuvent être très déplaisantes. » Et ça avait dû être très déplaisant pour Jerry Bledsoe, n'est-ce pas ? Quand les lunettes se mettent à fondre sur le nez, je dirais qu'il s'est passé quelque chose de très déplaisant, oui. Jack s'arrêta net. Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Qu'est-ce que tu essayes de dire, Jack ? Ce jour-là, ton père était parti, et Morgan aussi. Ils étaient venus ici. Où ça, ici ? Je crois qu'ils se trouvaient dans un endroit des territoires qui correspond à leur immeuble en Californie. Et ils ont dû faire quelque chose. Du moins, l'un d'eux a fait quelque chose. Peut-être quelque chose de grave. Peut-être rien d'autre que lancer une pierre ou enterrer un trognon de pomme. Et cette action, en quelque sorte, a eu une répercussion là-bas. Une répercussion qui a tué Jerry Bledsoe. Jack frissonna. Oh oui, il comprenait pourquoi il avait eu tant de mal à retrouver ce souvenir. Le petit taxi noir, le murmure des 2 hommes, Dexter Gordon qui jouait du saxo. Son esprit avait refoulé ce souvenir parce que... Qui est responsable de ces perturbations, papa ? Cela signifiait que le seul fait d'être ici pouvait avoir des répercussions terribles dans l'autre monde. Déclencher la 3e guerre mondiale ? Non, probablement pas. Il n'avait assassiné aucun roi, jeune ou vieux. Mais qu'est-ce qui pouvait donc avoir entraîné la mort de Jerry Bledsoe ? L'oncle Morgan avait-il assassiné le double de Jerry, s'il avait eu un double ? Ou avait-il essayé de vendre à un type important des territoires le concept d'électricité ? Ça avait peut-être été quelque chose d'anodin, aussi anodin qu'acheter une tranche de viande au marché d'une petite ville. Qui était responsable de ces perturbations ? Qu'est-ce qui déclenchait ces perturbations ? Une jolie petite crue, un mignon incendie. Soudain, Jack se sentit assoiffé. Il s'approcha du ruisseau qui coulait le long de la route, se laissa tomber à genoux et plongea la main dedans pour y puiser de l'eau. Sa main se glaça aussitôt. Le ruisseau qui coulait doucement avait pris les couleurs du soleil couchant. Mais les couleurs se teintèrent brusquement de rouge, à tel point que l'on eût dit un ruisseau de sang. Puis l'eau noircit, pour redevenir transparente un moment plus tard, et Jack vit
Un petit cri lui échappa quand il vit la diligence de Morgan tirée par un équipage de 12 chevaux, écumant, coiffé d'un plumet noir, rouler à grand fracas sur la route de l'Ouest. Jack, terrifié, faillit s'évanouir quand il s'aperçut que le cocher assis sur le siège avant de la diligence, les pieds bottés sur le garde-boue et qui sans cesse faisait claquer son fouet, était Elroy. Et ce qui tenait le fouet n'était pas une main, mais une espèce de sabot. Elroy conduisait cette diligence de cauchemar. Elroy souriait, sa gueule s'ouvrant sur une rangée de crocs pourris. Elroy, qui n'avait qu'une seule idée en tête, retrouver Jack Sawyer, fendre le ventre de Jack Sawyer et lui sortir les tripes. Jack se pencha sur le ruisseau, les yeux exorbités, la bouche tremblant d'effroi et d'horreur. Quelque chose dans cette vision l'avait frappé. Ce n'était qu'un détail, mais tellement effrayant. Les yeux des chevaux paraissaient rougeoyés. Ils paraissaient rougeoyés parce qu'ils reflétaient la lumière du couchant. La diligence allait elle aussi vers l'ouest par la même route, et elle le poursuivait. Jack s'éloigna du ruisseau en rampant, pas certain de tenir debout, même s'il le fallait, et se fraya un chemin dans les herbes jusqu'à la route. Il se laissa tomber de tout son long dans la poussière, la bouteille de Speedy et le miroir du marchand de tapis lui rentrant dans l'estomac. Il colla l'oreille contre la terre. Il perçut un grondement continu dans le sol dur et sec, un grondement distant, mais qui se rapprochait. Elroy sur le siège extérieur et Morgan à l'intérieur. Morgan Sloat? Morgan Doris? Quelle importance! Il ne faisait qu'un. Jack dut faire un effort pour briser l'effet hypnotique que le grondement exerçait sur lui et se remit debout. Il sortit la bouteille de Speedy, elle était la même sur les territoires et aux États-Unis, de son juste corps et enleva tout ce qu'il put de la mousse qui était enfoncée dans le goulot, sans prendre garde au brin qui tombait dans le peu de liquide qui restait. Pas plus de 5 centimètres maintenant. Il regarda nerveusement sur sa gauche, comme s'il s'attendait à voir la diligence noire apparaître à l'horizon, les yeux des chevaux reflétant le soleil couchant et étincelant comme d'étranges lanternes. Évidemment, il ne vit rien. Comme il l'avait déjà remarqué, l'horizon sur les territoires était plus proche et les sons portaient plus loin. La diligence de Morgan devait être à 15 kilomètres à l'est, peut-être même à 25. « Il est tout près », se dit Jack, et il leva la bouteille. Au moment où elle touchait les lèvres, son esprit lui cria « Hé, attends une minute! Fais gaffe, idiot, tu veux te faire écraser ?» Il aurait l'air malin, n'est-ce pas, si en décollant au milieu de la route de l'Ouest, il se retrouvait là-bas au milieu d'une autoroute quelconque, risquant de se faire écraser par un poids lourd roulant à toute berzingue ou par un camion de livraison. Il se traîna jusqu'au bord de la route et fit une vingtaine de pas dans l'herbe épaisse, pour plus de sûreté. Il prit une profonde respiration, inhalant la merveilleuse odeur de cet endroit, essayant de retrouver cette impression de sécurité, cette impression d'arc-en-ciel. « Faut que j'essaye de me rappeler l'état dans lequel j'étais, » se dit-il. « J'en aurai peut-être besoin, et je ne reviendrai peut-être pas avant un bout de temps. » Il regarda autour de lui les prairies qui s'assombrissaient, tandis que la nuit venant de l'est les recouvrait peu à peu. Le vent frais chargé d'odeurs lui ébouriffait les cheveux, véritable tignasse maintenant, et balayait les herbes. « Tu es prêt, Jackie Boy ?» Jack ferma les yeux et évita de penser au goût répugnant et au vomissement qui risquait de suivre. « Banzai !» murmura-t-il. Et il but.